Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Avocat Juste. J'ai le plaisir d'accueillir Louis Mandeville, un confrère qui traite du droit de la propriété intellectuelle, droit des marques, et qui en fait son cœur de métier depuis déjà quelques années. Il va vous présenter donc cette fameuse thématique de la protection de vos actifs immatériels finalement, hein. La marque est selon moi un précieux actif qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut protéger. Raison pour laquelle, avec Avocat Juste et mon équipe, on a pensé à intituler ce webinaire à vos marques prêts, protégés. Donc je laisse la main à Louis Mandeville, que je remercie d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, de prendre de son temps, puisque nos avocats de confiance, encore une fois, sont là pour vraiment faire valoir vos droits et font tout pour vous accompagner au mieux avec efficacité. Merci encore, Louis, et je vous laisse la main sur la présentation. Merci beaucoup Sabrina, bonjour à tous. Donc oui, comme disait Sabrina, je pratique surtout le droit des marques, le droit de la propriété intellectuelle en général pour protéger les actifs immatériels des entreprises. C'est vrai que traditionnellement, une entreprise, son actif principal, ça va être son magasin, ses immeubles, tout simplement les liquidités, et les stocks et les marchandises, mais on va voir que de plus en plus, les actifs les plus importants des nouvelles entreprises sont les actifs immatériels, donc il faut les protéger comme il faut. Et c'est vrai qu'il y a un régime qui n'est pas forcément intuitif pour les entrepreneurs, propre à chaque actif. Donc, à vos marques protégées, une petite présentation avec mon nom, mon adresse mail, à laquelle vous pourrez donc me demander le support du webinaire si vous voulez, ou toute autre question que vous pourriez avoir. Alors, ce qu'on va ne pas faire, ne surtout pas faire lors de ce webinaire, c'est une présentation très scolaire. C'est pour ça que je vous montre un petit peu le plan d'un des bouquins qu'on peut travailler à la fac de droit. Donc, comme je le disais, quand on pense à la valeur d'une entreprise, on pense d'abord à son magasin, ses immeubles, peut-être même son matériel, ses stocks, ses liquidités, mais de plus en plus la marque, mais aussi les logiciels, les savoir-faire et tout ce qui est propriété littéraire, c'est-à-dire le storytelling, l'aspect visuel d'un logiciel ou encore tout le contenu qu'il y a sur un site internet, sont en fait autant d'actifs immatériels qu'il convient de protéger comme il faut. Aujourd'hui particulièrement, on va s'attaquer à trois actifs immatériels qui sont les plus répandus, notamment dans les entreprises technologiques et les nouvelles startups de nos jours, mais c'était déjà le cas avant. Donc, on a les marques d'abord, les logiciels et créations graphiques ensuite, et enfin les savoir-faire. Euh, la particularité de chacun de ces actifs, c'est qu'ils se protègent totalement différemment. Certains sont protégés automatiquement, d'autres nécessitent un dépôt et d'autres encore nécessitent tout simplement des actions de sécurité, de protection matérielle. On pense souvent à la recette de Coca-Cola, qui est derrière, sous clé et qui est seulement réservée à une poignée de personnes. Je crois moins de 10 personnes ont accès à cette recette en particulier. Alors, comme je le disais, les marques d'abord, c'est, c'est un actif que l'on va devoir déposer si on veut le protéger. En tout cas, dans la plupart des juridictions, on va voir qu'il y a des nuances entre les États-Unis et la France, par exemple, ou le Canada et le Japon. Les logiciels et créations graphiques, elles, pour elles, il y aura une protection automatique, un petit peu comme l'artiste qui peint au fil de l'eau. Et enfin, les savoir-faire, eux, sont des actifs extrêmement puissants, mais aussi extrêmement fragiles. Car du moment qu'ils sont communiqués au grand public, ils sont perdus pour de bon. Et on va terminer, petit trailer pour la fin de la présentation, on va terminer sur un point intelligence artificielle sur lequel on travaille beaucoup au cabinet en ce moment. Attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle lorsque vous avez des savoir-faire et des secrets d'affaires. Une marque, qu'est-ce que c'est? Une marque, c'est un territoire et des classes, ou des territoires et des classes, ou une classe. Des territoires parce qu'une marque, vous n'aurez la protection de votre marque lorsque vous l'enregistrez que pour un territoire défini. Ça peut être la France, ça peut être l'Union européenne, ça peut être plusieurs pays dans le monde, seulement quelques pays, par exemple, dans l'Union européenne. C'est une considération très importante parce que, par exemple, lorsque votre projet, même s'il est franco-français en 2025, si vous réussissez à un an, 2 ans, et que tout à coup vous vous rendez compte que vous commencé à avoir des clients, je ne sais pas, au Brésil
aux États-Unis ou en Afrique du Nord, etc., eh bien, votre marque ne sera pas protégée dans ces pays-là, à moins que le pays cible soit un pays comme, qui, qui se caractérise par un droit qui protège l'usage de la marque, ce qui n'est pas, ce qui en fait n'est pas le cas de la plupart des pays. Donc, bien choisir son territoire et sa stratégie. Et des classes, on va le voir dans un second temps, c'est-à-dire c'est pourquoi est-ce que votre marque, en lien avec quoi votre marque est-elle protégée? Alors le territoire des marques, comme je disais, en France, on a à peu près trois options qui s'offrent à nous. Soit la marque nationale française seule, soit la marque européenne qui va couvrir les 27 pays de l'Union européenne, ça va être devant l'Office européen des marques qu'il faudra déposer notre marque. C'est un peu plus cher, bien sûr, que la marque française, voire même bien plus cher que la marque française. Mais si votre projet à moyen terme ou à long terme, c'est également d'offrir vos services ou vos produits à tout le territoire de l'Union européenne, c'est important de prendre en compte cet élément-là. Ça vaut peut-être le coup d'investir un petit peu plus au début pour couvrir plus de pays. Et enfin, la marque internationale qui a un fonctionnement très particulier. Beaucoup d'entrepreneurs s'y trompent. Ils pensent qu'une fois que la marque internationale est enregistrée, ça y est, leur nom est protégé dans tous les pays cibles et c'est en fait pas du tout le cas, comme on va le voir plus tard. Donc, petit point articulation. Si Pierre dépose une marque en France en 2025 et que Jacques dépose une marque, par exemple, devant l'Office européen des marques 2 ans plus tard, certes, la marque de Pierre, du premier en tout cas, va être senior, c'est-à-dire qu'elle sera plus ancienne que la marque du second, mais la marque du second couvre plus de territoire. Pour autant, pour ce qui sera du territoire français, puisque la première marque a été déposée en premier, elle l'emportera. Et on pourra faire une demande en annulation de la marque, même si seul le territoire français a été désigné sur la première marque. C'est un mécanisme particulier qui permet quand même de protéger l'usage d'une marque, même sur un niveau national. Euh, le point marque internationale, comme je le disais, on va déposer une marque internationale devant le WIPO, donc c'est The World International Intellectual Property Organization, et l'Organisation internationale pour la propriété intellectuelle. Euh, L'enregistrement va se faire sous 2, 3 mois, un petit peu comme à l'Office français d'ailleurs, à l'INPI français. Cependant, cet enregistrement ne vaut absolument rien en soi. En effet, une marque internationale, une fois qu'elle est enregistrée par le bureau international, va être envoyée pour être transposée dans chaque pays cible. Par exemple, ici, on prend l'exemple d'une marque qui cible, par exemple, l'Australie et le Japon, parce que l'entrepreneur a considéré que c'était important pour lui de protéger sa marque pour les clients qu'il cible au Japon et ceux qu'il cible en Australie. Il est possible que, et ça a été le cas d'ailleurs avec cette marque-là que je cite en particulier, alors c'est un registre public donc je peux me permettre de le citer, la marque c'est Mountain Water Decaf. Le Japon a enregistré la marque sans aucun problème, sans aucune objection. Par contre, le bureau australien a refusé la marque en disant que c'était une marque descriptive. La descriptivité, on va en parler un peu plus tard. C'est-à-dire que l'Office des marques australien a considéré que la marque décrivait simplement les services qu'elle voulait couvrir, enfin les produits plus particulièrement. Donc attention, ici on voit la liste de cette marque-là dont je viens de vous parler. On voit la liste de la marque internationale avec les pays dans lesquels la marque a été protégée et dans lesquels la marque a été refusée provisoirement, voire même totalement. On voit là le pays en Israël, la marque a été totalement refusée. Donc elle ne pourra pas être protégée dans ce pays-là. Pour autant, par exemple la Chine, l'Union européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse a accepté la marque sans aucune objection. Donc, il faut faire attention aux subtilités locales, d'où l'importance d'avoir un avocat, certes, un avocat point de contact pour l'ensemble de sa stratégie, mais également un avocat local, des bons avocats locaux dans chaque pays qui sont spécialistes de la matière, afin qu'ils puissent rendre un avis, je dirais, le plus éclairé possible en fonction de la doctrine, de la façon de penser de chaque bureau des marques, voilà, de l'approche que chaque bureau des marques a. Le mieux est encore d'avoir un avocat qui est admis dans plusieurs juridictions
On le verra plus tard. Donc une marque, on a dit, c'est un territoire, mais c'est aussi des classes. C'est-à-dire que si demain je crée une marque pour l'appeler, par exemple Louis Mandeville, je ne peux pas forcément la protéger pour absolument tout. Et les marques enregistrées, la plupart des marques qui sont enregistrées, par exemple iPhone, ne sera pas protégée dans absolument toutes les classes, c'est-à-dire pour n'importe quel produit et service. Exemple, la classe 12 protège les voitures, les bicyclettes, les pièces détachées de ces voitures et de ces bicyclettes ou des motos. La classe 35, ça va être des services de conseil. La classe 9 sera plutôt pour du matériel informatique, des logiciels téléchargeables, alors que pour un logiciel non téléchargeable type SaaS, solutions SaaS qui sont très à la mode, notamment dans les jeunes entreprises, c'est la classe 42, donc il faut faire attention. Classe 43 pour tout ce qui est services environnementaux et recyclage. Classe 33 aussi, une autre subtilité intéressante. Classe 33 pour les vins et spiritueux, mais pas pour la bière. Le point est de dire qu'il faut faire attention aux classes que l'on cible lorsqu'on fait sa demande, et encore plus même à la description que l'on utilise dans ces classes. Un exemple de cette importance de la classe, ici on a deux marques qui sont exactement les mêmes, Note. On a Nissan qui a déposé la marque Note en classe 12 pour des voitures, et Samsung qui a déposé la marque Note pour ses fameux téléphones, Note 17, 18, 19, 20 maintenant, en classe 9 cette fois, parce que c'est un matériel informatique. Les deux marques coexistent parfaitement et personne ne s'est jamais dit, peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous étiez jamais dit, ah mais Nissan a copié Samsung ou inversement, Samsung a copié Nissan. Non, parce que dans l'esprit du consommateur que nous sommes, nous n'avons jamais, nous ne sommes jamais entrés en confusion face à ces deux marques. C'est-à-dire que nous n'avons jamais pensé à l'autre en voyant l'un. Et c'est le critère principal du droit des marques en général. C'est la confusion ou la potentielle confusion du consommateur cible de la marque. Donc la classe n'est que la première étape. Attention à la description des produits et services, comme je vous l'ai dit. Par exemple, en classe 12, il y a les voitures, mais il y a également les pièces détachées pour bicyclette. On peut tout à fait imaginer un site internet qui vend seulement des pièces détachées de bicyclette et un magasin au coin de la rue qui vend uniquement des voitures de concessionnaire. Un concessionnaire, par exemple, il n'y aura pas forcément une confusion entre les deux. Pour autant, la même marque dans la même classe, donc la même marque dans la même classe 12, pourrait coexister ensemble, parce que justement, ils n'offrent pas les mêmes produits. Il y a donc une exception, comme je le disais, à ces règles que l'on appelle le principe de spécialité. L'exception, c'est la marque de renommée. Par exemple, Coca-Cola ou encore le fameux logo Rolling Stones. Ce sont deux marques qui ont été considérées par l'INPI et d'autres offices de marques à l'international. Ce sont des marques qui ont été considérées comme suffisamment euh, renommées pour échapper à ce principe. C'est-à-dire que demain, si je veux créer une marque de téléphone qui s'appellerait Coca-Cola, Coca-Cola pourrait m'interdire. Pourtant, Coca-Cola n'est déposé que dans les classes correspondantes à la boisson non alcoolisée, boisson gazeuse. De la même façon, le logo Rolling Stones, je pense à vérifier, n'est déposé que dans les classes et la description de services en lien avec des services musicaux ou de groupes de musique. Mais grâce à cette qualification de marque de renommée, on peut empêcher n'importe qui d'utiliser la marque en lien avec n'importe quel produit et service, ce qui est extraordinaire et qui est en fait très exceptionnel, mais ça peut arriver. Donc attention. En France, dans l'Union européenne, mais également au Brésil, par exemple, on est dans une juridiction qui s'appelle First to File, c'est-à-dire c'est le premier qui enregistre la marque. La priorité est donnée à la personne qui dépose la marque en premier. Par exemple, j'ouvre un magasin demain qui s'appelle Louis. Et après-demain, quelqu'un va enregistrer la marque Louis pour des services de magasin. Eh bien, la personne qui aura enregistré, même après mon départ d'usage, aura raison et aura la priorité. À moins que j'utilise la marque depuis plus de 5 ans, ce qui est également une exception, mais plutôt à la marge. À l'inverse, dans les pays tels que le Canada et les États-Unis, des juridictions qui favorisent l'utilisation, c'est-à-dire que la personne qui utilise la marque en premier va avoir la priorité sur l'autre, même si l'autre a enregistré la marque avant. Par exemple, une marque qui est déjà enregistrée aux États-Unis, mais qui n'est pas encore utilisée,
je peux totalement, ou un entrepreneur peut totalement prendre cette même marque avec les mêmes produits et services et prouver un usage antérieur et prendre le dessus et demander l'annulation de la marque qui est pourtant déjà enregistrée. Un point important de la marque, territoire, classe, on a vu la distinctivité. La distinctivité, c'est sa capacité à identifier l'entrepreneur ou l'entreprise directement, c'est-à-dire l'origine de la marque. Euh, Autrement dit, la marque doit renvoyer au propriétaire directement, au propriétaire de la marque. Par exemple, la marque pomme pour vendre des pommes est totalement descriptive, elle est même générique. Un autre exemple, ce serait euh, salle à manger, par exemple, ou encore table pour vendre des meubles de salle à manger. Ce serait une marque descriptive en ce sens qu'au lieu de renvoyer au propriétaire de la marque et à l'entreprise qui commercialise, elle renvoie en fait à l'objet lui-même directement. Ces marques-là ne sont pas déposables. Je ne peux pas déposer restaurant pour ouvrir un restaurant, par exemple. Et c'est dangereux parce que cette notion de distinctivité, elle évolue dans le temps avec la vie de la marque. Par exemple, Frigidaire ne peut plus être protégé maintenant, alors même que c'était une marque enregistrée et que c'était une marque enregistrée auprès de l'INPI conformément à la réglementation applicable. Mais parce que les gens ont continué d'utiliser le mot frigidaire pour tout et n'importe quoi, le mot est passé dans le langage commun. Et donc, la distinctivité, la marque a perdu sa distinctivité. Donc, c'est très dangereux en tant qu'entrepreneur, même lorsqu'on a déjà enregistré sa marque, de continuer à utiliser la marque de façon non distinctive. Un autre exemple plus récent, c'est Google. Ah oui, j'ai googlisé ça et j'ai trouvé la réponse. J'ai googlisé ceci, j'ai googlisé cela. Oui, mais il a googlisé. Et à force de cet emploi, Google risque de perdre sa distinctivité. Et on peut trouver en ligne d'ailleurs des lettres de la tête de Google qui envoie à ses collaborateurs des directives avec des sanctions qui interdisent les collaborateurs de continuer à utiliser le mot Google sous un format commun. C'est-à-dire, je travaille chez Google, pas de problème. J'ai googlisé, non. Ou encore, les services de Google proposent cela, oui, pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne fait que googliser. En gros, c'est les dérivés de la marque, mais pris sous un sens commun, qui sont absolument interdits par les têtes de groupe. Pareil pour Karcher, j'ai karcherisé le garage ou ma voiture. À l'inverse, la distinctivité peut être gagnée grâce à l'usage, seulement lorsque la marque n'est pas générique. Par exemple, Whole Foods Market a été finalement enregistré après une bataille judiciaire de 5 ans, a finalement pu être enregistré parce que dans l'esprit des consommateurs américains, Whole Foods Market renvoie directement à cette enseigne. Alors même que si on traduit la marque Whole Foods Market, ça veut littéralement dire supermarché de nourriture. Donc, c'est descriptif des services qui sont offerts. Pour autant, à cause de l'usage pendant plus de 5 ans, le critère américain, c'est 5 ans minimum, un usage intense, répété et continu de la marque, qui pourtant est descriptive et non distinctive, pendant suffisamment longtemps, ça a permis de gagner en distinctivité et de pouvoir enregistrer. Il y a le petit R que l'on voit juste au pied de la lettre S de Foods. Donc, la marque a été enregistrée. On peut le vérifier également sur le site de l'Office américain. Et après, on a des marques un peu plus entre deux zones grises. La pataterie pour un restaurant. Alors, si le restaurant ne vendait que des patates, peut-être il y aurait un danger de descriptivité. Mais là, on est sur un restaurant qui fait des recettes de tout et n'importe quoi. Il y a du poisson, il y a du riz, il y a des pâtes, il y a de tout. Donc, la pataterie, c'est passé. Vous voyez, la marque a pu être enregistrée. La marque vraiment arbitraire, que je donne un exemple ici, c'est Apple pour vendre des téléphones. Ça n'a rien à voir. Un téléphone, une pomme, rien à voir. Donc, parfait. Taxipod. Il y a quelqu'un au Royaume-Uni qui est en train de développer un projet. Alors, c'est public. Il est en train de développer un projet d'un taxi dans lequel il propose d'inviter des personnes connues pour faire un petit podcast. Et dans le trajet du taxi, par exemple, du centre de la ville vers l'aéroport, la personne posera des questions et publiera le podcast. Est-ce que le nom Taxipod, à votre avis, serait enregistrable? Sachant qu'on a un taxi qui est en fait le lieu où se passera le podcast. Peut-être que la question ne se posera jamais parce que la personne ne demandera jamais l'enregistrement de la marque et continuera de l'utiliser. C'est aussi une stratégie.
en droit des marques d'ailleurs. On peut continuer d'utiliser une marque totalement descriptive sans jamais l'enregistrer. Et ça peut marcher. Si ça rentre dans l'esprit du consommateur après tout, pourquoi pas? Le risque, c'est que d'autres personnes puissent utiliser le nom sans qu'on puisse rien y faire. Donc, on a vu les marques. Maintenant, on va s'intéresser aux logiciels et création graphique. Alors, les logiciels, d'abord, on va parler précisément des codes. À la fois les codes sources et les codes objets peuvent faire l'objet de protection. Alors, ce sera surtout le code source, parce que code objet, il y a un lien avec le mécanisme de pensée qui, eux, ne sont pas protégeables, ou les méthodologies qui, elles, relèvent plutôt du savoir-faire. Donc, les logiciels, c'est du droit d'auteur, comme un peintre. Et oui, quelqu'un qui est derrière son ordinateur en train d'écrire des lignes de code, c'est un peintre aux yeux du droit. Donc, le droit sur le code source se crée au fil de l'eau, au fil du temps qu'il écrit le code et que les lignes de code s'accumulent. Donc, pas besoin de dépôt. C'est la grande différence avec le droit des marques. Création graphique, pareil. On est là devant un artiste. Peut-être c'est un petit peu plus évident cette fois. Pour autant, il faut bien faire attention à la cession de ces droits. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis entrepreneur, j'ai une bonne idée, bon, mon idée, elle est formalisée, mais maintenant, je veux la lancer dans une application ou un site Internet. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, je trouve un freelance et je lui demande de me coder l'application. Et on signe à peu près rien, ou alors un devis au mieux, ou un mail signé, ou une demande. Et on signe, voilà, rien d'autre. La personne va coder le, le logiciel, le site Internet ou l'application, va me le livrer, je vais le payer pour ça. Pour autant, je n'ai pas la propriété sur le code du logiciel ou encore du site Internet. C'est très dangereux et il faut faire très attention parce que c'est une obligation formelle qui ressort du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence l'applique strictement, tout simplement. Donc on a pas mal de décisions dans lesquelles un entrepreneur a embauché un graphiste, le graphiste a réalisé la prestation, l'entrepreneur a payé le graphiste a bien reçu le paiement, etc. Tout s'est passé comme prévu, mais 6 mois, un an plus tard, le graphiste dit, ah, mais au fait, ça m'appartient, donc je t'interdis d'utiliser. Donc, il faut faire très attention à rédiger et se faire accompagner d'un avocat pour rédiger des contrats, au moins un modèle de contrat dans lequel il y a une véritable cession des droits de propriété intellectuelle et une cession précise. Parce que le, là, il y a écrit sur ma slide, à défaut d'un contrat clair, mais je vous ai fait la version gentille. C'est-à-dire que l'article du Code de la propriété intellectuelle est extrêmement exigeant sur les mentions qui sont nécessaires pour que, effectivement, le droit de propriété intellectuelle, le droit d'auteur sur le code, sur le design, passe effectivement auprès du client. Maintenant, on va passer au savoir-faire, qui de plus en plus, c'est un actif immatériel, je dirais, qui gagne en importance avec le temps. On pense souvent au chef avec le tour de main et ses petites recettes, mais de plus en plus, c'est aussi des process internes, des façons de gérer l'entreprise, une méthode de management, par exemple la méthode agile, la méthode de développement, des méthodes particulières de brainstorming, euh, ou encore tout simplement une formule chimique. Mais une formule chimique qui n'est pas très très inventive, mais qui n'a été trouvée encore par personne, mais qu'un homme du métier pourrait retrouver facilement. C'est le critère d'inventivité du brevet. Donc le savoir-faire, il ne peut pas être un brevet parce qu'il manque d'inventivité, c'est-à-dire que quelqu'un du métier pourrait facilement le retrouver. Il n'est pas protégé par le droit d'auteur, tout simplement parce qu'il n'est pas assez long, il n'est pas formalisé, ce n'est pas un livre ou une vidéo ou une œuvre d'art, ou je vais dire un tableau par exemple. Il n'est pas une marque, tout simplement parce qu'il n'est pas utilisé pour renvoyer à son propriétaire, ou il n'est pas utilisé constamment sur les prospectus ou lors de la vente, etc. Et parfois, il n'est même pas un secret d'affaires parce qu'il ne répond pas à toutes les conditions pour être protégé par le secret des affaires qui ressort du code de commerce. Donc, l'intérêt d'une charte informatique. Qu'est-ce que c'est qu'une charte informatique? Alors, j'ai un client récent qui vient me voir et qui me dit, voilà, moi, mon métier, c'est de créer des compositions issues des plantes que l'on fait pousser dans nos champs. Et on crée des compositions qui ensuite sont utilisées par des entreprises qui font des compléments alimentaires.
Les salariés de ce client-là, ce sont principalement donc des scientifiques qui bidouillent toute la journée et cherchent à stabiliser des compositions chimiques à partir des extraits de plantes, des extraits de tournesol par exemple. Pourtant, aucune des compositions inventées ne sont protégeables, ni au titre du droit d'auteur, ni au titre du brevet. Parce que au titre du droit d'auteur, on a un manque de l'empreinte de la personnalité de celui qui a créé, c'est l'exemple du tableau ou du code, et au titre des brevets, il y a un manque d'inventivité, c'est-à-dire que les scientifiques ne sont pas en train de découvrir un nouveau process ou une nouvelle formule chimique, par exemple, comme un laboratoire pharmaceutique qui invente une nouvelle molécule. Ils n'inventent pas de nouvelles molécules, ils inventent simplement un procédé chimique et une recette, finalement, pour stabiliser les extraits. Donc, si aucune règle interne n'est mise en place dans l'entreprise, le savoir-faire peut fuiter très facilement. Alors, les règles internes auxquelles on pense, c'est classiquement, c'est le coffre-fort Coca-Cola, hein, avec seulement une poignée de personnes qui a accès à la formule chimique, des règles de sécurité, des sanctions même qui peuvent tomber sur les collaborateurs qui communiqueraient directement le savoir-faire à d'autres personnes. Mais quid du collaborateur qui communique le savoir-faire à une IA? Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT en a un exemple excellent. Lorsqu'on envoie des données à ChatGPT, il s'entraîne sur les données qu'on lui donne. Donc, le principal point est de dire, mes collaborateurs, ils ont accès à tous ces outils d'IA. Je sais qu'ils les utilisent, tout simplement parce que ce sont des jeunes collaborateurs qui ont toujours travaillé avec et ils les utilisent pour rédiger des notes internes ou externes. Et ils sont potentiellement en train de balancer le nom des clients, mais aussi les façons de faire, euh, les façons les techniques qu'ils emploient pour trouver les fameuses recettes miracles et aussi tout simplement les recettes elles-mêmes pour essayer de les reformuler et de demander par exemple à ChatGPT d'expliquer une recette en langage clair. Et paf, la recette se retrouve sur les serveurs d'OpenAI aux États-Unis et ensuite, pourquoi pas, lors d'une question qu'un concurrent pose à ChatGPT, qui lui demande par exemple comment je stabilise tel extrait avec tel extrait pour faire telle formule, hop, ChatGPT va bien sûr utiliser son savoir pour répondre à la question et vous avez perdu votre savoir-faire à cause de l'utilisation d'une IA qui pourtant, on pourrait penser, est noyée dans une masse d'informations, mais ça ne fait rien parce que l'IA peut toujours retrouver les informations qu'on lui donne. Donc, il est très important deux choses qu'on recommande en général. Ici, je vous ai mis la charte informatique, c'est-à-dire des règles de bonne conduite des salariés qui sont. Alors, la bonne démarche, c'est de ne pas interdire complètement l'utilisation de l'IA, mais de sensibiliser les collaborateurs et leur dire attention, lorsque vous utilisez l'IA, il n'y a absolument rien qui soit propriétaire à l'entreprise et on définit les éléments qui doivent partir auprès de l'IA. Et un deuxième conseil, peut-être encore plus efficace, c'est de mettre en place tout simplement des silos. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de prestataires d'intelligence artificielle qui vous proposent d'héberger vos données sur des serveurs dédiés et les données dans le silo, qu'ils appellent, ne sont jamais reversées ensuite à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous bénéficiez de tout l'entraînement continu, par exemple de ChatGPT, mais c'est pareil avec Gemini ou Copilot. Vous bénéficiez de son entraînement continu auprès de la plupart des personnes ou dans leur utilisation privée, comme on le fait tous. Mais les données que vous versez à l'intelligence artificielle sont conservées dans le silo, voire même sont supprimées au bout de 30 jours, 30 minutes ou 2 ans. C'est vous qui choisissez. Donc, très important, voilà, la charte informatique et l'emploi, encore mieux, d'un prestataire qui vous sécurise vos données. Comme ça, même si votre salarié fait une erreur, de donner le nom d'un client, pas de problème, ça reste dans le silo de l'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email. Je serai ravi de répondre à vos questions. Je ne facture pas dès la première minute, comme certains peuvent le penser. Je sais qu'on a un petit peu peur de saisir les avocats, surtout dans le milieu des entreprises. Pour échanger avec eux, c'est souvent la crainte. On décroche le téléphone, hop, le compteur tourne un petit peu comme un taxi. Alors, le taxi, c'est normal, il vous conduit, mais l'avocat peut, et c'est mon cas, peut
vous recevoir en consultation, vous donner deux, trois astuces et vous proposer ensuite ces services pour avancer totalement gratuitement. Ça m'arrive régulièrement. Voilà, on passe 10 minutes, 15 minutes au téléphone et on fait un plan d'action avant de débourser le moindre centime. Donc, n'hésitez pas. Donc, super intervention, oui, très pratico-pratique, vous l'avez dit, et c'est Ouais, génial. C'est génial parce que ça permet d'avoir des clés, voilà, d'identifier peut-être des points d'attention pour sa propre activité. Super. absolument, oui. Ouais. Ouais. Le but, Génial. c'était de donner une première boîte à outils à tous ces entrepreneurs. Mais une boîte à outils très Voilà. riche, donc merci beaucoup. J'ai pas mal d'entrepreneurs dans mon entourage et qui se sont littéralement fait avoir s'agissant du code source, puisqu'ils ont fait bosser des prestataires, développeurs, freelance, etc. À un moment donné, ils se sont littéralement fait avoir. Et je rejoins, hein, ce que vous disiez, Louis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais ne serait-ce que à minima, faire relire le contrat que le prestataire vous soumet par un avocat. Parce que, encore une fois, l'avocat est le mieux à même de vous dire quelles sont les conséquences de ce qu'il y a écrit tout simplement sur ce contrat, tant pour vous que pour le prestataire. Donc, encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Et on ne se rend pas compte à quel point dépenser une centaine d'euros peut nous faire gagner des milliers d'euros. Donc, je le dirai jamais assez. Et c'est tout l'intérêt encore une fois, de ce réseau d'avocats de confiance que j'ai créé.